Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous vous êtes rendu compte qu'il y a du grabuge entre deux nations dotées d'armes nucléaires, l'Inde et le Pakistan. Et ce n'est pas nouveau. Il y a d'ailleurs eu plusieurs conflits et dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur la genèse de ces différents conflits qui ont coûté la vie à plusieurs milliers de civils, mais également de militaires de part et d'autre de la ligne de contrôle qui se situe du côté du Cachemire. Vous allez même vous rendre compte qu'en 1999, deux MiG-21 indiens ont abattu un Atlantique, qui est un avion de patrouille maritime de fabrication française, pakistanais, entraînant la mort des 16 membres d'équipage. Donc pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui? Pour vous donner un petit peu la conscience de la situation, afin de mieux comprendre les actualités qui ne manqueront pas d'arriver dans les prochains jours, à cause de ce nouvel attentat qui a coûté la vie à plusieurs dizaines d'Indiens et dans la foulée du durcissement de ton de la part de l'Inde vers le Pakistan et en réponse du Pakistan vers l'Inde. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes jeudi en fin de journée, jeudi 24 avril, et l'Inde vient d'annoncer, photo à l'appui, que son groupe aéronaval se déployait. Donc dans cette vidéo, pour faire très simple, je vais vous présenter l'armée de l'air indienne, l'armée de l'air pakistanaise, et nous allons revenir sur différents conflits qui ont opposé les Indiens aux Pakistanais, deux nations qui en exportent françaises. Allez, jingle. Roger, ball. L'Inde est la première nation d'un point de vue démographique au monde et certaines personnes la surnomment la première démocratie du monde. Vous avez un pays absolument gigantesque avec plus de 1,4 milliard d'habitants, mais je ne vais pas vous faire de la géopolitique aujourd'hui. Je vous rappelle que la géopolitique, c'est souvent de la géographie et de l'humain. Là, aujourd'hui, on va se focaliser sur leur armée de l'air. La jeunesse de l'armée de l'air, c'était pendant que les Britanniques étaient présents en 1932. L'Inde est devenue indépendante en 1947, tout comme le Pakistan, et en 1950, leur armée de l'air a été créée. Elle fait donc cette année ses 75 ans. On a 135 000 militaires d'actifs, 100 000 réservistes, et d'après certaines sources ouvertes, vous avez près de 2000 aéronefs. Donc, pour vous donner l'idée globale, ils ont environ 140 Jaguars de fabrication, vous le savez, européenne et française. Ils ont du drone israélien, que ce soit du drone armé ou du drone suicide. Ils ont du A-50, cet avion de guerre aérien, mais également des Embraer 145i. Donc oui, les Indiens, leur spécificité, c'est de s'équiper un petit peu chez tout le monde. Un petit peu du côté russe, un petit peu du côté israélien et un petit peu du côté français, mais également un petit peu du côté américain. Vous allez retrouver quand même 260 Sukhoi 30 MKI, donc M c'est la version modernisée, K c'est la version commerciale export et I pour l'Inde, 36 Rafales avec plus de Rafales dans le pipeline, on en reparlera sur la chaîne, et leur Tejas de fabrication nationale qui a vocation à remplacer les MiG-21, ils ont encore plus d'une centaine de MiG-21, et cette Tejas, c'est fabriqué par HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Il y en a plus d'une centaine qui ont été commandés, c'est en train d'arriver, c'est livré au fur et à mesure. À côté de ça, vous avez du MiG-29, à savoir que dans leur aéronaval, ils ont du MiG-29 version navalisée, qui va être remplacé par du Rafale Marine. Ils ont une cinquantaine de Mirage 2000, Mirage 2000 qu'ils ont utilisé au combat et qui ont fait leur premier tir laser contre les Pakistanais le 24 juin 1999, on va revenir dessus. C'était contre un quartier général pakistanais à 5307 mètres d'altitude. Et après, ils n'ont que quelques tankers, des IL-78 MKI. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que quand vous avez un grand pays, vous n'avez pas beaucoup de tankers, vous n'avez pas des grandes capacités de projection, et il vous faut des bases. Beaucoup de bases, et les Indiens environ 60 bases. Donc ça vous donne un petit peu l'idée, une flotte très hétéroclite, avec des capacités qui dépendent beaucoup, et dépendent beaucoup de quoi? Dépendent beaucoup du type d'armement, du type de matériel que vous employez. Envoyer un raid de Jaguar, c'est pas vraiment la même qualité de matos, faut pas se mentir qu'envoyer un raid de Rafale. Et quand on regarde par rapport au volume du pays, ils sont pas sur beaucoup d'armements, même si ça peut paraître bizarre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'un des retours d'expérience des différents conflits qu'ils ont eu avec le Pakistan, c'est qu'ils avaient besoin de 42 escadrons de combat, là où à l'heure actuelle, ils n'ont que 31 escadrons, d'où cette volonté de
récupérer plus de rafales, de monter en cadence de cette partie-là. À l'heure actuelle, ils s'auto-estiment comme sous-dimensionnés par rapport à leurs besoins et surtout par rapport à la taille de leur nation. En face, le Pakistan, indépendant également, exactement comme l'Inde en 1947, et là, on est sur 70 000 militaires d'actifs, 8 000 réservistes, on n'est pas du tout sur le même format, et une flotte, accrochez-vous bien, avec du Mirage 3, ils en ont 80 d'après les sources ouvertes, du Mirage 5, une petite centaine, du drone chinois, drone turc, du SAB 2000 pour faire du guet aérien, et après, une flotte de F-16 avec près de 80 F-16, et là, du JF-17, ils en ont 150, du J-10C et du F-7. Alors, le F-7 est remplacé normalement par le JF-17, donc vous êtes sur du matériel français, américain, chinois, le tout réparti sur une petite quarantaine de bases, pour être plus précis, environ 25 bases qui peuvent accueillir des avions. Pour rappel, on l'a dit en introduction, depuis 1998, les deux nations sont dotées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a souvent eu des tensions, voire même des guerres entre ces deux pays. On a la guerre entre l'Inde et le Pakistan en 1965, qui a quand même duré 1 mois et demi, qui a été arrêtée à cause de pression de la part des Américains, mais également des Soviétiques. À ce moment-là, d'un côté, vous aviez 700 000 Indiens, de l'autre côté, 260 000 Pakistanais. Et tout ça, c'était en réponse à une opération pakistanaise qui visait à récupérer du territoire du côté de la région, de vous dire contesté, du Cachemire. Ça a quand même coûté la vie à près de 4000 militaires indiens, 1500 militaires pakistanais, une soixantaine d'avions indiens ont été perdus, une vingtaine d'avions pakistanais. Si vous voulez, on pourra faire une vidéo spécifique sur le sujet. On n'est pas en train de parler d'une petite escarmouche, on est en train de parler d'un conflit avec beaucoup de décès et beaucoup de blessés. On parle quand même de 7600 blessés côté indien. Une fois que tout ça s'est terminé, pour faire très simple, il y a eu des résolutions, il y a eu des accords et on a une ligne de contrôle au niveau du Cachemire qui fait 750 km environ. Mais dans la région, il y a eu d'autres soucis, notamment le conflit de Kargil, qu'on appelle également la guerre des glaciers. Pourquoi? À très haute altitude, vous êtes dans les montagnes, et là, on est entre mai et juillet 1999. Vous avez une opération de la part des Pakistanais qui vise à aller prendre des hauts sommets. Les Indiens réagissent, mobilisent des centaines de milliers d'hommes, ramènent tout ça vers la frontière, envoient également des forces aériennes, le fameux raid de Mirage 2000, et là, les tensions sont montées. C'est un combat qui a eu lieu en haute montagne, avec environ 1000 pertes militaires et 1300 blessés côté indien, 660 blessés côté pakistanais. À noter qu'un MiG-21 indien a été abattu par un Stinger pakistanais, tout comme un hélicoptère de combat indien, lui aussi victime d'un Stinger. Suite à une sorte de désaveu politique de la part des Américains contre les Pakistanais, ces derniers ont fini par se replier et c'en était fini de cette guerre des glaciers. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, environ un mois plus tard, le 10 août 1999, il y a eu la 50e violation de l'espace aérien indien par les Pakistanais. Et à 11h17, heure indienne, les Indiens ont intercepté avec 2 MiG-21 l'Atlantique et ont décidé d'ouvrir le feu avec un missile infrarouge courte portée de type R-60. Ce missile a touché un moteur, l'avion a continué un petit peu sur sa trajectoire et d'après les Pakistanais, s'est écrasé de son côté de la frontière. Les Indiens ont envoyé des hélicoptères, ont récupéré l'épave, l'ont exposée. Il y a eu un bras de fer médiatique, mais également politique, forcément, qui s'en est suivi. À noter que le lendemain du crash, un hélicoptère de l'armée indienne chargé de journalistes s'est rapproché de la zone du crash et que les Pakistanais ont ouvert le feu sur cet hélicoptère chargé de journalistes qui, heureusement, a réussi à éviter le missile. Alors, chaque pays a sa version des faits, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est que depuis un accord de 1991, normalement, aucun avion militaire était censé se rapprocher à moins de 10 km de la frontière. Donc les Pakistanais, ce jour-là, n'ont pas vraiment marqué des points. Mais si on avance un petit peu dans le temps, 20 ans plus tard, en 2019, il y a encore eu des tensions avec des Pakistanais qui sont allés bombarder du côté de l'Inde. En réponse, les Indiens ont pourchassé les Pakistanais et le 27 février 2019, ce coup-ci, c'est un MiG-21 indien qui a été abattu par les Pakistanais dans le territoire pakistanais. Le pilote s'est éjecté, très facile à reconnaître avec sa moustache, s'est mis à se faire lyncher par la foule au sol et a été sauvé par l'armée pakistanaise qui l'a protégé de la foule un petit peu énervée et qui
après quelques jours seulement, l'a remis aux autorités indiennes. Pour la petite histoire, son style assez particulier avait même lancé une nouvelle mode chez les Indiens. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que le schéma qu'on est en train de voir actuellement, à savoir attentats terroristes avec des groupuscules pakistanais sur le territoire indien, qui derrière augmente la pression militaire entre les deux pays, eh bien ce n'est pas nouveau. Si on regarde ce qui s'est passé en décembre 2001, le 13 décembre pour être précis, il y avait eu un attentat terroriste au niveau du Parlement indien. Il y avait eu 5 terroristes abattus, mais surtout 7 civils tués. Le tout même pas 2 mois après qu'il y ait une autre attaque terroriste avec 38 victimes dans le pays. Et là, eh bien, l'armée indienne avait réagi très fortement, avait amassé des centaines de milliers d'hommes le long de la ligne de démarcation avec le Cachemire, sur cette ligne de front de 750 km. Les Pakistanais avaient fait de même. Il y avait eu des échauffourées, il y avait eu des échanges de tirs, et vous avez eu officiellement plus de 800 décès côté indien. Les Pakistanais n'ont jamais donné leurs chiffres en source ouverte. Le gros retour d'expérience de ces opérations en 2001-2002 pour les Indiens, c'est qu'il aura fallu 3 semaines pour mobiliser un demi-million d'hommes et les amener le long de cette zone. Et du fait de ce délai, les Pakistanais ont pu amasser 300 000 hommes, ce qui a coupé l'effet de surprise des Indiens et ce qui les a empêchés, d'un point de vue stratégique, eh bien d'avoir un impact. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ce retour-là, car le retour d'expérience et regarder ce qui s'est passé dans l'histoire aide souvent à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et le point que tous les observateurs attendent, c'est de voir si effectivement il y a mouvement de troupes indiennes vers cette ligne de frontière. Est-ce que les Pakistanais vont faire de même? Et alors que l'on sait que d'un côté comme de l'autre, les pays n'hésitent pas à traverser la frontière avec leurs armes aériennes pour faire des frappes, alors c'est triste à dire, mais il semble possible que le Rafale connaisse ses premiers combats presque de haute intensité, mais surtout ses premiers combats RR. Nous allons donc continuer à suivre l'actualité dans cette zone extrêmement chaude du globe. N'hésitez pas à vous abonner. Dès qu'on a plus d'informations, on vous fera des petites vidéos de mise à jour. Honnêtement, la meilleure chose qu'on puisse espérer, c'est que ça se calme. Mais en regardant en historique, c'est quand même pas une situation d'avenir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, pourquoi pas en conférence. Merci à tous ceux qui ont précommandé le livre Crash, ces accidents qui vous sauvent la vie. L'objectif, c'est de vous aider à faire progresser votre culture de sécurité. Je vous dis à très vite sur la chaîne et fly safe.